Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 36 du podcast Nature, Aventure, Survie, dans lequel on va parler de froissartage. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, on va à la rencontre de Julien, alias Caillot Bushcraft, pour en discuter. Je sais pas ce que c'est ce champignon, mais il a l'air chouette. Bon alors les beignets de consoude. Top, belle découverte. C'est tout simple à faire, faut juste pas se planter et pas confondre avec la digitale. Ouais. Sinon ça fait le stage de survie qui se termine mal quoi. Voilà, à éviter. Ouais. Bon dis-moi, c'est quoi le froissartage selon toi? Alors le froissartage, c'est quelque chose qui a été mis au point par Michel Froissart. Michel Froissart, c'était le commissaire district des scouts dans les années 1930. Et pour faire simple, il a mis en place cette technique qu'il a plus ou moins copiée des techniques paysannes de fabrication d'outils, de charrettes, de ce genre de choses. Et c'est une technique où tu n'utilises pas de clous, pas de vis, à la base pas de cordage. Et tu n'utilises finalement que des assemblages de bois qu'on appelle tenons, mortaises, mi-bois chevillé, etc. D'accord. Et après, plus tard, les scouts, pour faire plus simple, parce qu'avant, les camps scouts duraient 1 mois, à l'époque de Michel Froissart. Ils avaient des couilles à l'époque. Hein. Voilà. Et ils avaient donc du coup le temps de mettre en place plein de choses, et le temps de faire les choses. Maintenant, les camps scouts, ils durent 1 semaine ou 2. Du coup, il faut aller un petit peu plus vite, avec grand des max. Tentes, voilà. avec le confort moderne. Hein. Tout à fait. Alors après, moi, de mon époque, quand j'étais gamin, on avait aussi des tentes, mais on était beaucoup dans le froissartage sans cordage. Après, c'est vrai que ça dépend vachement des écoles de scouts aussi. C'est dépend, très différent d'une école à l'autre. Exactement. Ouais. Donc toi, en étant gamin, tu as pratiqué finalement ça, quoi. J'ai pratiqué ça, c'est comme ça que j'ai appris le froissartage. Et du coup, on utilisait aussi du cordage, mais on faisait beaucoup d'assemblage juste avec le bois. Et au fur et à mesure des années, le cordage est devenu de plus en plus présent dans le milieu du scoutisme et maintenant fait partie complètement des techniques de froissartage. Donc les brelages, les nœuds de bigues, tout ça. D'accord. Donc il me semble qu'il y a un livre justement qui s'appelle Froissartage. Là, ouais, il y en a plusieurs même. Ouais. Alors moi j'ai en tête un bouquin où dessus c'est des personnages dessinés avec des couleurs. Je sais pas si tu vois lequel je parle. Ouais. Donc ça regroupe aussi toutes ces techniques là. Toutes les techniques scout, ouais. D'accord. Il y a plein de bouquins qui ont été écrits par plein de personnes différentes sur ces techniques là. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est que de nos jours on a beaucoup de mal à les retrouver. Ouais. Parce qu'en fait ce sont souvent des vieux livres. Et je sais pas, j'ai l'impression que depuis les années 50-60, tu vois, toutes ces vieilles techniques, finalement, on les a complètement oubliées, quoi. Exactement. Et maintenant, n'importe quel bouquin, finalement, même de bushcraft, tu trouves plus vraiment ces assemblages-là, ouais. C'est comme si les gens, en fait, n'étaient plus prêts, justement, à partir 1 semaine ou 1 mois dans la nature, quoi. Et on est vraiment dans l'immédiat et juste des petits bivouacs ponctuels. Donc, je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est mon sentiment. En tout cas. Et puis il y a l'effet de mode en plus, qui fait que les gens ils sortent juste 2 jours bivouaquer et du coup on prend plus le temps de faire. De réaliser des outils, voilà, tout ça. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce que dans le froissartage, tu inclus aussi la fabrication de certains outils? Ouais. Pour moi, ça en fait partie en tout cas. Ouais. Voilà, se fabriquer un maillet, se fabriquer plein de choses, ça fait partie du froissartage. Fabriquer une scie. Ouais. Donc 6 arcs, 6 cadres. Voilà. Et du coup, le gros avantage, c'est que tu n'as que ta petite lame. Voilà, c'est moins lourd à transporter. Tu les conserves après, celle-là? Les cadres? Les 6 cadres ou les 6 arcs même. Alors, si je fais un cadre, oui, je vais le conserver parce que je vais quand même mettre du temps à le faire. Ouais. Mais à arc, non. Ça sert juste le temps d'un week-end éventuellement, et puis c'est tout, quoi. Mais oui, c'est des trucs que tu peux garder après dans ton sac à dos, c'est pas très lourd. Puis pour décorer chez soi. Ça peut être sympa. Ouais. Et dans les réalisations que tu fais, alors, moi je t'ai découvert sur Instagram, donc on voit quand même des réalisations qui accompagnent en fait un camp fixe. Ouais.
Donc parmi ces réalisations, il y a quoi? Il y a des chaises, il y a des Il y a bancs. des chaises, il y a des tables, il y a des bancs, il y a des petits tabourets, il y a des porte-outils, différentes constructions de tables selon le nombre de personnes sur le week-end. Pour le festin, quoi. Voilà, Ouais. pour le festin. Ce que j'appelle des quadripodes qu'on met au-dessus du feu, qui nous permet de pouvoir suspendre les popotes, Ouais. de pouvoir faire sécher du bois au-dessus du feu, de pouvoir protéger le foyer du feu s'il pleut. Et ça, sans corde? Ouais, sans corde ou avec, même avec de la corde, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Donc des chaises, des tabourets, des tables. Est-ce que Des abris. Les abris aussi, tu Les inclus abris, ça ouais. là-dedans? Ouais. Donc sans corde aussi? Ouais. Avec quelle méthode du coup? Avec les méthodes de tenon mortaise, mi-bois chevillé. Alors est-ce que tu peux donner une définition pour ceux qui n'y connaissent rien? Alors, un mi-bois chevillé, c'est faire une encoche dans un rondin, faire une autre encoche dans l'autre rondin que tu vas Ouais. assembler, et au milieu percer pour pouvoir D'accord. insérer une cheville. D'accord. Ça, Donc, le mi-bois, c'est quand ça s'emboîte, Voilà, et donc tu rajoutes une cheville dedans pour que ça tienne. voilà. Ok. Après, tu bloques le tout avec un coin, Mhm. comme ça bouge plus. Et après, il y a les tenons mortaises. Donc, tenon mortaise, c'est une encoche et qu'on appelle une mortaise. Il y a un tenon que tu viens emboîter à l'intérieur. Mhm. Là, il n'y a pas de cheville. D'accord. Voilà. Ouais, ça tient. Et ça tient, ça tient. Si tu fais une belle construction, si tu prends le temps d'écorcer le bois, si tu prends pas du bois qui est pourri, ta construction peut durer plus de 10 ans. D'accord. Donc c'est un peu souvent quand on fantasme un peu la vie de trappeur et tout ça, les mecs qui se construisaient des cabanes dans le Yukon ou dans le Klondike, c'était ça quoi. C'était ça. Ils savaient construire de A à Z une maison quoi, Exactement. avec les tables et les chaises dedans. Ouais. Ouais. Donc ça, on est d'accord, c'est un savoir-faire qui se perd. Exactement. Putain, j'ai la fumée dans la gueule. La fumée de résineux pique beaucoup, hein. Contrairement aux chênes, aux hêtres et tout ça. Ouais, donc est-ce que toi tu as des pistes, ou peut-être que tu sais faire, tu vois, est-ce que tu visualises un peu tout ce qui est nécessaire pour construire une cabane dans les bois par exemple? Enfin, tu sais, un chalet ou une maison quoi. Alors, Tel que les mecs le faisaient. Je pense pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir fabriquer un chalet ou une maison. Enfin, en tout cas, une cabane. Ouais. On va plutôt appeler ça une cabane. Mais oui, j'ai les compétences pour le faire. J'en ai déjà fait plusieurs. D'accord. Avec les gros rondins pour les murs. Avec des et tout. rondins, j'ai eu aussi utilisé des pierres pour faire les parois des murs. Et est-ce que, selon toi, le froissartage, c'est une discipline à part du bushcraft ou est-ce que ça en fait vraiment partie intégrante? Pour moi, ça en fait partie intégrante. Si tu maîtrises pas cet art-là, tu maîtrises pas et que tu maîtrises tout le reste, tu maîtrises finalement pas tout ce qui concerne le bushcraft, puisque c'est l'art de se débrouiller dans la nature et savoir se construire du mobilier, un abri, des outils, ça en fait partie, à mon sens. Ouais, tout à fait. Et puis, quand on voit, tu vois, quand on part dans les bois et que, par exemple, tu pètes ton manche de hache, c'est quand même vachement plus gratifiant de pouvoir le remplacer in situ, même si ça... Alors, personnellement, moi, si je le fais, je sais que ça va pas durer des années, hein. Ouais. Mais au moins, en sécurité, je peux manipuler ma hache après avoir remplacé le manche. Et je le fais remplacer ou je le remplace, je prends le temps de le faire à la maison ensuite quand je rentre. Ouais. Mais tu penses que, par exemple, un manche de hache, tu peux le faire durer plusieurs années, Ouais, même après l'avoir remplacé sur le terrain? Ouais, bien Ouais. sûr, je pense que si tu fais ça correctement, tu peux. Ouais, D'accord. bien sûr. Après, ça prend du temps. Le Oui, c'est comme froissartage tout, prend hein. du temps. Voilà. Dès que tu veux travailler des matières, de toute façon, ça prend du temps, hein, Voilà. c'est sûr. Et du coup, dans le froissartage, il y a aussi une nécessité de reconnaître les différentes espèces. Ouais. Donc, est-ce que toi, tu as des espèces vivantes, des essences de bois que tu aimes travailler en particulier? Alors, moi, j'ai un camp de base qui est situé dans une forêt de résineux, où il y a quelques hêtres et un peu de noisetier. Donc, j'utilise ce que je trouve sur place. Donc, je vais utiliser de l'épicéa et du hêtre, principalement pour mes constructions. Voilà. D'accord. Après, ça va très bien, ça convient très bien. Peut-être que du châtaignier irait encore mieux. Mais en tout cas, pour ce que je fais, puisqu'on construit des choses qui durent quelques mois, mais après on les démonte, on reconstruit autre chose. On est tout le temps dans un perpétuel recommencement de nouvelles choses, on teste. Ouais, du coup, c'est... Donc c'est pas des constructions pour l'instant qui durent des années. Ouais.
Et en fait, là, ce que tu dis, c'est intéressant parce que on en avait déjà parlé, mais du coup, tu as un résineux, tu as un bois qui est vachement dense, et puis tu as le noisetier qui est, qui est plutôt souple dans ses rejets et tout ça. Donc, est-ce que toi, tu leur dédies des tâches différentes au camp? Ouais, bien sûr. Par exemple, le noisetier, si j'ai besoin de faire des parois, je vais utiliser ça pour pouvoir plus facilement les tordre. Ouais. Sinon, finalement, le hêtre et l'épicéa, je leur dédie la même tâche. D'accord. Ouais. Il n'y a pas vraiment de différence. Je ne fais pas de différence en tout cas. Sauf pour le feu à la limite. Ouais, après pour le feu, on trouve pareil, on fait avec ce qu'on trouve. Ouais. C'est sûr que c'est mieux avec le hêtre, mais bon. Alors, le hêtre, tu peux avoir des super braises et tu poses directement ta viande dessus, ça ne colle pas. C'est ça. Contrairement au résineux qui va donner un goût quand même dégueulasse et qui peut coller vraiment à la viande. Ça colle un peu plus. Ouais, ça c'est emmerdant. Ouais. Et du coup, comment dire, et tes outils, par exemple, tu dois réaliser une scie arc, tu vas dire que je suis obsédé par ça, mais tu vois, moi je trouve que le noisetier, justement, ça s'y prête bien parce qu'il y a la souplesse. Ouais. Et puis surtout, tu trouves des rejets qui sont plutôt droits, donc forcément, quand tu dois faire l'arc par-dessus, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'utiliser n'importe quelle branche. Donc là, on est vraiment dans la connaissance de la ressource, tu vois, la connaissance de l'essence. Et ça, pour moi, c'est vraiment c'est au centre du bushcraft, puisque tu dois reconnaître des ressources naturelles, quoi. Tout à fait. Et est-ce que tu fais une différence, parce que certains sculpteurs notamment, ou tourneurs de bois le font, entre tout ce qui est bois de cœur ou les bois lobiers, tout ça? Parce que toi, tu travailles différemment la matière suivant qu'elle soit verte, qu'elle soit sèche, qu'elle soit... Alors, je travaille pas la matière verte. On coupe pas de bois vert, à part quelques petits rejets de noisetier pour quelques petites fabrications d'appoint, mais sinon, on coupe jamais de bois vert. Eh ben, c'est très bien déjà. Voilà. Là, au moins, c'est la le règle. respect. C'est la règle, c'est aussi les conditions avec les propriétaires des parcelles que j'utilise. Ne pas couper de bois vert. Et puis, moi, ça m'embête d'aller couper un arbre qui est en bonne santé pour me faire une petite construction, alors que je peux trouver un bois mort en cherchant un peu plus loin. C'est ça. Alors après, le noisetier, comme tu le dis, ça, on peut le couper. Le saule, parce que ça fait énormément de rejets. Ouais. Même quand ils sont vivants, au moins, on sait que si on coupe, ça va repartir. Et au contraire, parfois même, ça stimule la croissance de l'arbre. Ouais. Donc, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais lors de mon premier stage de survie ici, avec une école que je ne citerai pas, on a terminé le stage par un atelier premier secours, avec une fausse victime où il fallait fabriquer un brancard. D'accord. Allez les mecs, on vous donne des scies et c'est parti. Et donc les gars sont allés découper des jeunes bouleaux, des jeunes peupliers qui sont là-bas pour faire les cadres et tout ça. Donc là, on a coupé énormément de bois vert. Et moi, ça m'avait choqué à l'époque. Ouais, je comprends. Donc, tu vois, au moins apporter ce respect-là de la nature lors d'un stage, je trouve que c'est déjà un premier pas, parce que je pense que tu accueilles des gens pour qui c'est la première expérience dans les bois, en fait. Exactement, ouais. Souvent comme ça. Donc c'est quoi? C'est des familles, c'est des... Ça peut être des familles, c'est des couples, des personnes seules qui veulent se reconnecter à la nature ou sortir un petit peu de leur zone de confort, apprendre des techniques primitives. Il y a un petit peu de tout finalement, il y a un petit peu de tout. Mais quand ils sont étrangers à ce milieu-là, c'est vrai que faut leur montrer peut-être les bons réflexes dès le début. Tout à fait, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de leur enseigner le respect de la nature, essayer de laisser le moins de traces possible. Alors après, effectivement, on a notre camp qui bouge pas, donc on laisse nos constructions en place. Par contre, tout ce qui est autour du camp, on essaye de minimiser notre impact. Donc quand on coupe du bois, on coupe pas tout le temps du bois dans la même zone. On s'éloigne, on part loin, des fois on va... Ouais, très important ça. On peut faire 1 kilomètre pour aller chercher un petit peu du bois. Faut le porter, mais c'est pas grave, au moins on respecte un petit peu les lieux et on évite de dégrader un maximum. Même si forcément on laisse toujours une trace de notre passage, mais elle reste minime. Ouais, voilà, le but c'est vraiment de conserver quand même l'écosystème dans lequel on trouve des ressources, donc un écosystème duquel on tire une valeur, nous, bushcrafters, et essayer de pas abîmer tout ce qu'on trouve à droite à gauche, quoi. Ouais. Donc tu vois, couper les arbres verts, ça c'est un truc qui me... moi j'y arrive pas. Qui me trouve le cul, quoi. Pareil. Quand on entend ça, c'est assez dingue.
Ouais. Sauf certaines essences qui peuvent repousser, quoi. Tout à fait, ouais. Les rejets, c'est pas pareil. Et du coup, donc ce camp, il est fixe. Ouais. Donc c'est dans quelle région est-ce que tu es? C'est dans le Bugey, dans l'Ain. À côté de quelle ville? C'est entre Lyon et Annecy. D'accord. Ça, c'est sur le plateau de Retors. Et donc tu animes des stages de quel type? J'anime des stages de bushcraft, de reconnexion à la nature, si tu veux, donc rien à voir avec la survie. Ah oui, oui. J'aime bien faire la différence. À l'heure où on enregistre ça, on est à quoi, une semaine du dénouement tragique du fameux stage de survie dans le Morbihan. Là. Voilà, heureusement. Donc voilà, donc le terme survie, c'est toujours un truc qui dérange en fait quand on connaît un peu le bushcraft, parce qu'en bushcraft, on est là pour le plaisir, quoi. C'est ça. Et reconnecter à la nature, comme tu le dis. C'est un plaisir, c'est une passion. Ouais. Et on n'a pas l'épée de Damoclès de la mort imminente au-dessus de la tête, quoi. Voilà. Ouais, donc j'aime bien faire la distinction entre les deux, c'est important pour moi. Ouais. Puisque les gens qui sont pas bien renseignés, ça m'est déjà arrivé d'avoir des stagiaires qui pensaient venir sur un stage de survie et qui découvrent en fait sur place que on fait pas de survie. Quand on prend le temps de faire les choses, on a à manger dans les sacs. Après, la survie est souvent une porte d'entrée pour le bushcraft, en fait. Oui. C'est-à-dire que, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune, moi, je savais même pas que le mot bushcraft existait. Et quand je voyais vaguement, tu vois, les stages de survie, les émissions de survie, machin, je me disais, tiens, c'est un peu ça que j'aime faire, mais pas tout à fait, tu vois. Et j'étais un peu mal à l'aise. Puis après, quand j'ai vraiment découvert le mot bushcraft, ouais, c'est juste jouer dans les bois, c'est faire le scout, hein, finalement. Finalement, c'est faire le scout. Ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, tu accueilles des gens pour un stage de bushcraft global, ou est-ce que tu as des ateliers, ou des stages peut-être qui sont plus précis, vraiment plus froissartage? J'essaye d'aborder, entre guillemets, les fondamentaux du bushcraft. Donc ça va être les techniques d'allumage de feu, trouver de l'eau, la purifier, la rendre potable. Le froissartage, bien évidemment, où je consacre une grosse partie du stage là-dessus, puisque c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Ouais. Après, selon la durée des stages, il peut y avoir de la sculpture, de la poterie, de la vannerie. C'est assez large. J'essaie d'enseigner tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre bien et se créer un minimum de confort lorsqu'on est dans la nature. C'est ça. Moi, je trouve que l'essence du bushcraft, c'est ça, c'est se mettre bien. C'est pour ça qu'en général, quand j'anime un stage, il y a un repas au moins qui est pris en charge par l'association. Et, on s'en met plein derrière la cravate, quoi. Ouais, c'est le but, c'est ça de le faire but, plaisir quoi. aussi. Quand on part en bivouac avec les copains, on a la côte de bœuf dans le sac à dos, quoi. Voilà. C'est pour le kiff, quoi. J'essaye de retransmettre ça sur les stages aussi. Alors, tu as dit que tu faisais de la poterie. Tu récupères des matériaux, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'argile à côté de mon terrain. Ouais. Donc, j'ai plus qu'à aller me servir. D'accord. Voilà. Et alors après, ça se passe comment, du coup? J'en ai jamais fait. Ça se passe, faut aller la récolter. Il y en a de la dure, il y en a qui est directement prête à utiliser. C'est bien un petit peu de la filtrer si elle est un petit peu sale. Et puis après, tu improvises un petit peu avec ce que tu peux trouver. C'est bien si tu as des briques à disposition, ce que tu n'as pas en forêt. Ouais. Sauf là où certaines entreprises peu scrupuleuses vont faire des épandages sauvages. Ouais. Tout à fait. Ouais. Mais ça peut être bien d'utiliser un petit peu de briques en poudre pour mettre avec ton argile, qui permet un petit peu plus de solidifier et de structurer ta pâte, si tu veux. Et puis après, on fait sécher, on fait cuire. Ça reste de la poterie dans les bois. Donc c'est des choses souvent qui durent pas très longtemps. Puisque de toute façon, sur un stage de 2 ou 3 jours, à moins que le thème du stage ce soit la poterie, on ne peut pas passer une journée entière là-dessus. Ouais, t'as pas le temps de... On aborde, on effleure un petit peu plusieurs sujets. Oui, bien sûr. Après, sur des stages d'une semaine, effectivement, on peut prendre beaucoup plus le temps de faire les choses. Et donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir de l'argile à proximité. Ouais. Donc vous réalisez quoi? Des petits bols? Des petits bols, principalement des bols, ouais. Après, ça peut nous arriver de faire des petits fours avec. Ah non, c'est cool parce que ça reste, tu vois, c'est de l'utilitaire en plus, quoi. Ouais. Des cataplasmes aussi, on s'en sert pour les cataplasmes. Moi j'ai des problèmes aux genoux, quand ça va pas, j'en ramasse un petit peu cataplasme et puis... Non, voilà, tu vois, ça c'est ma vision aussi des bivouacs un peu expéditifs, ou du moins ou d'itinérance, c'est qu'au moins tu peux réaliser des outils utilitaires pour le feu de camp le soir, des trucs comme ça, et des outils auxquels tu vas pas forcément attacher beaucoup d'importance en fait.
Tu vas sculpter une cuillère, par exemple, bah, soit tu vas te faire une belle cuillère que tu as envie de conserver à la maison, bien plate et tout, avec une forme originale et tout. Soit tu fais juste un truc tout moche avec lequel tu vas manger le soir et quand tu te barres le lendemain, à la limite, bah, tu la fous au feu, quoi. Voilà. Donc non, c'est intéressant aussi, tu vois, ce côté-là, artisanat. Ouais, c'est vraiment ça, tu l'as dit, hein, c'est se démerder avec ce qu'on Se trouve. débrouiller avec ce qu'on trouve dans la forêt. Ouais, ouais. Les stagiaires sont toujours contents de pouvoir se fabriquer une petite cuillère et repartir chez eux avec ça. Ça fait un petit souvenir, ils peuvent la finir, la peaufiner chez eux après. C'est toujours chouette. Ouais, Voilà. c'est ça. Ça fait plaisir de construire quelque chose de ses mains, c'est gratifiant. Et du coup, ces stages, tu les animes, donc c'est comment le nom de ta structure? C'est Caillot Bushcraft. Voilà. Comme sur Instagram, comme sur YouTube? Comme sur Facebook, comme de partout. D'accord. Voilà. Et tu animes aussi des stages avec Time on Target, Ouais. avec Bonjour à Éléonore. Bonjour Éléonore. Et donc là, tu interviens pour... Je suis le responsable des stages Bushcraft chez Time on Target. Donc voilà, j'anime les stages de Bushcraft. D'accord, donc tu fais un peu les mêmes stages finalement Je dans fais la même d'autres chose, structures, mais quoi. avec Time on Target. D'accord. Voilà. Ok. Alors où est-ce que les gens peuvent retrouver ton travail? Alors, ils peuvent le retrouver donc sur Facebook, Caillot Bushcraft. Caillot, ça s'écrit K-A-I-O. Sur Instagram et sur YouTube. Et mon site internet, bien sûr, www.caillotbushcraft.fr. Je mettrai tous les liens en dessous dans la description. C'est cool. Ben voilà, je pense qu'on a fait... Merci de m'avoir accueilli dans cette belle forêt. Merci de m'avoir fait goûter la consoude, c'était bien sympa. Et puis, t'es bienvenu sur mon camp quand tu le souhaites. Avec plaisir. Est-ce que tu as peut-être un conseil pour les gens qui s'intéressent au froissartage, qui voudraient se lancer dans les réalisations en bois? Un livre, des ressources. Je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de s'acheter un bouquin. Froissartage, de Michel Froissart. C'est une vraie Bible. C'est une vraie Bible pour tout ce qui est construction d'outils ou de mobilier dans la forêt. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Je suis un passionné. Je me considère pas comme un expert. De toute façon, ces domaines-là, celui qui peut se prétendre expert, faut s'en méfier parce que c'est tellement large. Tu vois, on a tous nos spécialités, quoi. Moi, j'adore les plantes, les champignons, j'adore allumer du feu. Mais après, des réalisations en bois, moi, quand je m'y frotte, en général, c'est un peu bancal ou c'est moche. Tu vois, c'est pas ma spécialité, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je voulais te rencontrer, parce que je trouve le sujet assez passionnant. Mais oui, acheter le bouquin, c'est bien, mais le mieux, c'est de pratiquer, je pense. Le mieux, c'est de pratiquer. Acheter le bouquin, puis aller dans les bois avec le bouquin et s'entraîner. Parce que c'est pas parce que vous avez 36 bouquins chez vous sur la survie ou sur quoi que ce soit que vous êtes un expert. Exactement. Contrairement à ce que certains prétendent. C'est pas parce qu'on participe à un stage ou deux qu'on est un expert non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut aller sur le terrain. Et s'y confronter régulièrement. Exactement. Et ça sert à rien d'emmener sa caméra tout le temps, on en a rien à foutre. Faut déjà pratiquer pour soi. Voilà. Je pense que c'est ça, sinon on n'a pas la base. Ouais. Mais je te remercie. Merci à toi. Et puis je te dis à la prochaine. Ouais, ça roule.